avec Serge, que tout le monde connaît, mais je vais quand même faire une petite description de lui, parce qu'il y a deux caractéristiques. D'abord, c'est un survivant. Alors, pourquoi un survivant? J'ai repris pour préparer cette conférence des éléments sur ce qu'on disait de U au début des années 2000, au moment où il prend la présidence, donc en 2005. Donc, je cite, système U, 7% de part de marché, va-t-il survivre? Vous vous rappelez cette époque, 2000-2005, c'est la mondialisation, c'est la massification, c'est les grands ERP, et donc effectivement, petit égale loser, et donc égal, c'est la fin. Alors on va quand même se rapprocher maintenant de savoir, c'est pour ça que Serge et Système U sont des survivants. Aujourd'hui, c'est quand même dans les pointes d'été, alors c'est vrai que ça monte un peu la part de marché, mais jusqu'à 11% de part de marché, donc c'est quand même plus de 50% de part de marché en plus. C'est un groupe de 20 milliards d'euros, hein, hors carburant, hein. Donc ça pèse quand même dans le paysage. Et c'est un groupe, et on l'a vu depuis quelques mois, et en particulier jusqu'à la fin de la présidence de Serge, c'est un groupe qui est attractif dans le bal des alliances, puisque c'est l'objet de notre thème aujourd'hui. Et puis c'est aussi un précurseur à la fois sur l'intuition de la société, l'intuition de comprendre les choses, et ce qu'on aime aujourd'hui, c'est qu'il nous donne un petit peu de son intuition, hein, et de ses secrets pour affronter le monde d'aujourd'hui. Alors, je vous prie de l'applaudir, et puis on va commencer. Et on va commencer par couper le décor. Voilà, là ça marche. Bonjour, merci mon cher Hervé. C'est un mot d'introduction magnifique qui met la pression. Par contre, j'apprécie beaucoup le terme précurseur, ça me rajeunit un peu. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec vous à Lyon et puis dans cette seconde vie, comme dit le philosophe François Julien, dont je vous invite, enfin ceux qui s'approchent de la soixantaine, à lire le livre qui s'appelle La seconde vie. Il dit la première vie, on ne la choisit pas. C'est souvent les opportunités. La seconde vie, et on n'en aura pas trois. En français, quand on dit la seconde, ça veut dire que après ça s'arrête. Il dit qu'il faut que ce soit la vie qui vous choisisse. Donc c'est alors un peu métaphysique, hein, et ça veut dire quoi? Alors moi, au fond, je me suis posé la question, et au fil de l'eau, les choses se décantent comme ça, bah, c'est l'envie de faire partager. Voilà, et d'amener des éclairages. Et mes chers amis, c'est ce que je vais faire avec vous ce matin, c'est du partage, qui sont à la fois issus d'expérience, bien sûr, mais en même temps, essayer d'anticiper et de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Alors, on va commencer direct dans le vif, quand même avec quelques chiffres, parce qu'en fait, on sous-estime dans l'évolution du monde la longue période. Et la longue période, c'est intéressant de regarder les 4 mutations qui sont à l'œuvre, à la fois depuis maintenant 10 ans, et surtout en projection. Alors c'est sympa, hein, les 4 termes, hein, tous à la mer, donc c'est la fin de l'été, et vous allez voir ces 4 éléments avec quelques chiffres quand même intéressants sur lesquels on va pouvoir rebondir. Alors tous à la mer, eh bien ça c'est la carte en fait de l'évolution des emplois jusqu'à 2030. Donc quand c'est en rouge, ça veut dire que ça va augmenter. Quand c'est en blanc, ça veut dire que ça va stagner ou légèrement baisser. Et quand c'est en gris, ça veut dire que les emplois, c'est-à-dire le nombre d'actifs qui créent la richesse, vont baisser. Donc vous voyez qu'il y a une évolution majeure qui est à l'œuvre et qui continue. Donc tous à la mer, c'est assez flagrant. Et donc quand on est dans la distribution, cet élément-là, où on est quand même d'une certaine manière pour une partie des magasins accrochés au sol, ça fait réfléchir. Le deuxième élément, c'est, on parle beaucoup, on est un peu intoxiqué par l'Express, le Point, etc. sur l'immobilier, c'est fantastique.
Mais en fait, quand on regarde l'immobilier en France à la fois sur effectivement la longue période, la plupart des villes ont soit baissé, soit stagné. Et que l'augmentation de la valeur immobilière, et donc si on regarde par ailleurs de la valeur des parcs, puisque ça suit à peu près la valeur des parcs, eh bien, est en train de baisser dans beaucoup de villes. Il y a juste 10 villes en France, et effectivement ici à Lyon bien sûr, qui sont en augmentation. Donc la question effectivement de l'équilibre des actifs est absolument essentielle si on projette ces courbes. Troisième élément, tous solo, on est toujours en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été brillant, c'était Lelay, le président de TF1, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui dit « Je veux occuper la part des cerveaux avec les ménagères de moins de 50 ans ». Mais les ménagères de moins de 50 ans, eh bien, il y en a finalement, est-ce que c'est la réalité de la France? La réalité aujourd'hui, c'est que plus de 60, presque 70% en fait des ménages sont des personnes seules ou à 2 personnes. Et si on prolonge ça à 2030, on va atteindre plus de 75%. Donc c'est ça la réalité, une France différente, donc tous seuls. Et dernier point pour engager les choses, on est dans une évolution des mentalités, et ça on le mesure sur la très longue période, génération par génération. Vous avez ceux qui ont 83 ans, et la citation c'était « Est-ce que vous vous préoccupez de l'environnement ?» Donc la génération du rationnement, donc celle de nos parents, eh bien effectivement, peu effectivement de préoccupations, et peut-être en fin de vie, donc vous voyez la courbe, c'est en fait plus on vieillit, plus on prend conscience qu'on vit sur une terre limitée. Et puis la génération intermédiaire, la génération robot-ménager, c'est quand même pas terrible, mais bon, on va quand même l'appeler. Prenons la génération hypermarché, eh bien, elle s'est mise petit à petit sur le tard, effectivement, à prendre conscience de ça, mais finalement arrive à un plateau. Mais quand on regarde effectivement la génération nomade, même pas la génération Internet, donc vraiment la génération qui vient, on arrive à un niveau de conscience qui est déjà très haut et qui va croissant. Donc on est dans une évolution, dans une mutation de nos sociétés, et en fait, et c'est le principal élément que je voudrais rebondir là-dessus avec Serge, c'est de dire comment vous voyez la mise en perspective sur ces 15 dernières années de la distribution, et ensuite on se dira mais qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, en fait, de transition socio-écologique, il s'agit d'une transition anthropologique, c'est-à-dire ce qu'on vit, c'est une transition globale. Et alors, juste pour répondre à votre question, d'abord, le commerce, il n'invente jamais rien. Il ne fait que s'adapter à la société dans laquelle il est. Et on le voit, cette société est en mutation. Et le marqueur, d'une certaine manière, c'est l'instabilité. Moi qui suis, je ne sais pas de quelle génération, peut-être celle des hypermarchés. Voilà, d'ailleurs, en même temps c'est la fin des hyper. La génération donc, des années 80, ou en tous les cas la société des années 80, était une société dont on pouvait imaginer l'avenir, en tous les cas, il y avait une forme de linéarité, on pouvait mettre les choses en perspective. Moi je me souviens, quand on imaginait à 10 ans, il n'était pas très compliqué d'aller voir des banques et se dire, voilà, on fait un business plan sur 10 ans, on obtenait des financements assez facilement. Et là, le marqueur de la société 2020, on va dire, c'est l'instabilité. Et au fond, parfois, les entreprises, elles n'anticipent pas cette instabilité. Elles sont souvent dans la reconduction de ce qui fut. Or, ce qui fut ne sera plus. Nous sommes aussi en transition. Les entreprises doivent être capables de vivre la transition et donc d'être un élément, peut-être, de stabilité dans cette instabilité. Mais alors, il y a quand même eu des mutations, en fait, sur ces 15 dernières années. Oui, alors, les mutations, moi que j'ai pu voir, les grandes mutations, c'est, par exemple, l'émergence du hard discount. Alors, pas en tant que modèle de distribution, parce que le hard discount n'est pas le mot juste,
mais sur tout ce qu'ils ont apporté en termes de qualité du produit sur une marque qu'ils contrôlent et qu'ils maîtrisent. Ils ont été assez inspirants. Moi, j'ai regardé quand Lidl est arrivé en France dans les années 80. Je suis allé voir pour essayer de se dire, ces gens-là, ils doivent nous inspirer sur notre marque, à nous. Parce qu'on disait, mais c'est du premier prix, etc. Pas du tout. Ils avaient un rapport qualité-prix qui était excellent. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, Lidl, c'est, je ne veux pas faire leur promotion, mais c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial. Ils sont devant, en alimentaire, devant Walmart. Donc ça, c'est un point qui a été en tous les cas inspirant. Et puis, l'autre point qui a été lié à ça, enfin, c'est justement le fait qu'il fallait, comment dirais-je, incarner, nous, il fallait qu'on s'incarne dans une marque, c'est-à-dire que l'on quitte simplement l'enseigne pour aller vers une identité de marque. Voilà les choses un peu qui, ces 15 dernières années, ont pour moi été importantes. Donc traduire ça dans une marque, dans des valeurs, et pas simplement dans une enseigne qui fait du commerce. C'est-à-dire c'était la notion de marque, trait d'union, enseigne. Donc ça a été votre cheval de bataille, en fait. Finalement, si on regarde parce que quand on est président, bon, il y a plein de choses à faire, mais finalement, c'est quoi le fil rouge, c'est quoi l'élément qui a guidé l'évolution de Système U sur 10 ans? Alors c'est ça, donc la marque, et je dirais en parallèle de ça, l'organisation. Donc il fallait, au service de cette marque, mettre en place une organisation différente. Je dirais cette organisation, je vais utiliser une image, il fallait entreprendre un double mouvement. Un mouvement centrifuge et un mouvement centripète. Le mouvement centrifuge, c'est donner le plus d'autonomie aux acteurs locaux, c'est-à-dire au terrain, et faire en sorte que le terrain puisse se battre contre sa concurrence. Et pour arriver à ça, donc entre autres avec la marque, pour arriver à ça, paradoxe, il faut entreprendre un mouvement centripète qui est de donner de la puissance aux outils. Donc, il fallait conjuguer le fait national dans une puissance des outils, alors l'informatique, le digital, les achats, la logistique, tout ce qui concerne aussi la conduite de la marque. Hein. Et puis, en même temps, faire en sorte que les acteurs locaux puissent être le plus adaptables possible à leur contexte local. Et donc ça demande une organisation qui soit complètement différente, parce qu'évidemment, un groupement comme Système U est issu des régions. Donc les régions, il fallait les bypasser, il fallait les fusionner pour faire en sorte que les outils soient rassemblés sur un territoire commun, et donc quitter la régionalisation des outils et faire en sorte qu'il y ait un lien entre le fait national et le fait local. Donc ça a été une tâche qui a été pour moi la plus importante chez Système U et qui a été incarnée par, si je puis dire modestement, une vision en 2005 et qui est encore, et qui n'est pas tout à fait finalisée et qui le sera, je pense, complètement en 2020. Et c'est un bon chemin. Alors, en fait, dans la dialectique locale et nationale, hein, c'est la dialectique évidente d'une enseigne de distribution, j'aurais tendance à dire, mais est-ce que les groupements d'indépendants ont gagné le match contre les groupes intégrés? Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette compétition entre modèles? Ouais, en tous les cas, dans la distribution, les groupes intégrés vont pas très bien en ce moment. Je pense que justement, les groupes d'indépendants, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où un des marqueurs c'était l'instabilité, ils incarnent eux une stabilité. Regardez ce qui se passe dans certains groupes intégrés, il y a de l'instabilité. Moi, j'ai eu la durée.
Système 14 ans, et puis je suis rentré, j'avais 19 ans chez Système j'ai occupé pas mal de postes à responsabilité, très tôt d'ailleurs, et donc ça m'a permis d'avoir une durée, et puis de partager avec toute cette génération qui était la génération des développeurs, partager un projet commun, parce que, qui voilà, a pu être conduit sur le temps long. Donc ça, c'est un élément de force de la coopérative versus les intégrés qui sont souvent tenus par tout l'aspect financier aussi des actionnaires. Deuxièmement, la force coopérative, elle a pu, comme je le disais, mettre en place des outils puissants. Elle a été capable d'investir dans la centralisation de ces outils, ce qui était là aussi une maturité des coopérateurs. Hein. Elle a réussi au niveau du capital à faire en sorte de garder à la maison ses actifs, hein, en particulier les réseaux, s'attaquer à la pérennité des réseaux, à la sécurisation des réseaux, c'est-à-dire qu'elle a amené de l'interdépendance dans l'autonomie des indépendants. Elle a su mutualiser des choses sur le faire ensemble, puis surtout la force coopérative, c'est la force des acteurs locaux sur le terrain, qui sont impliqués, qui sont capables de conjuguer tout l'apport qu'ils peuvent avoir à l'économie locale, à l'économie résidentielle, et en même temps être capables, dans le destin commun, d'investir sur des moyens importants qui incarnent ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait national. Donc, pour moi, à aujourd'hui, la force coopérative est en train de gagner le match sur les intégrés. Alors ça, c'est peut-être le match aller quand même, parce que là, on a une belle description, mais le match retour, parce que dans toutes ces mutations, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Est-ce que le match retour ne va pas être quand même plus difficile pour les groupes coopératifs? Alors moi, je crois qu'il faut que les coopérateurs aient la maturité pour pouvoir se garder des marges de manœuvre pour anticiper ce qui est en train de se passer. On parlait tout à l'heure de la data, par exemple. Est-ce qu'ils sont capables de se dire, au fond, parce qu'un des problèmes du modèle coopératif, c'est que le centre de profit, il est très en aval. Or, on sait qu'aujourd'hui, dans la transition que nous vivons, il faut toujours avoir des réserves pour anticiper ce qui va se passer. Alors, avec discernement, hein. Par exemple, sur le numérique, je dis ça gentiment, mais j'étais content de ne pas avoir trop de moyens pour investir dans le numérique, parce que ça nous a quand même évité de faire beaucoup de conneries. Donc, mais pour autant, les choses sont en train de se décanter. Et donc, je crois que, d'ailleurs, c'est un débat que j'ai eu avant de partir chez Système U, c'est un débat que j'ai avec des entreprises coopératives que je connais bien et que j'accompagne, c'est être capable de dire aux coopérateurs, bah, écoutez, faisons des réserves ensemble pour anticiper et se donner des moyens pour faire en sorte que les outils de demain soient au service de la pérennité de la coopérative. Si je prends un exemple sur l'investissement de la robotisation des entrepôts, c'est à peu près équivalent à ce qui a été investi. Les systèmes d'information, c'est 100 millions d'euros qui ont été investis en 10 ans. Dans la mécanisation et la robotisation des entrepôts, il va falloir investir autant, voire plus. Cet argent-là, si on regarde, là, il va bien falloir le prendre quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les adhérents aient cette maturité pour dire, bah, on garde pour le bien commun, pour la pérennité,
on est capable de garder des marges de manœuvre. Donc ça, c'est un débat qu'il faut avoir, il faut de la diplomatie, il faut que le président de la coopérative se mette en médiateur pour essayer de bien faire comprendre. Et à ce moment-là, ils auront, avec toutes leurs qualités, s'ils arrivent à ça, beaucoup plus de puissance avec les gens. D'accord, mais si on va quand même un peu plus loin là, parce qu'avec les 4 mutations là qu'on voit, tous à la mer, bon, c'est vrai que le système est quand même proche de la mer, donc ça c'est peut-être un atout. Mais quand même, sur les mutations, de se dire pour une enseigne de supermarché, la classe moyenne avec la famille, etc., ça a quand même tendance à se fragmenter. Alors c'est quoi il y a quand même la petite boîte là, dont on n'a pas encore parlé, là, la petite boîte avec la petite flèche bleue là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la distribution? Il y a quand même quelques enseignes qui ont des très grandes difficultés, alors plutôt dans le non-alimentaire. Est-ce que c'est quoi le principal défi pour les acteurs en place aujourd'hui? Alors, le numérique permet de toucher le client partout, là où il est. C'est-à-dire, il rembrasse les cartes et il oblige à choisir son terrain de jeu. C'est vrai qu'un groupe comme Système U, qui a 1500 magasins, 70 000 collaborateurs, qui fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il doit, comment dirais-je, prioriser, je pense, le magasin physique. En tous les cas, ça ne veut pas dire qu'on ignore le numérique. Vous savez, c'est le patron de Walmart qui disait « The physique is back ». D'ailleurs, chez nous, il n'est jamais parti, mais ça veut dire qu'il faut changer son terrain de jeu, changer son niveau de jeu. Mais je crois que les magasins, enfin les réseaux physiques ne peuvent pas laisser le magasin. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se servir du numérique pour emmener des clients au magasin, c'est ce qu'on appelle le drive to store. Mais si comment dire, le physique doit être doit être la priorité de Système U. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire de la même manière qu'avant. Notamment, comment dirais-je, les métiers ne doivent pas se pratiquer de la même manière. On est obligé, à ce moment-là, d'avoir les meilleurs professionnels. Il faut... comment dirais-je, pardon, je sais pas pourquoi, j'ai un petit blanc là, mais ça va revenir. Mais est-ce que finalement, dans ce double fait national, parce qu'on avait vu un fait national et local, okay. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui se disent, oulala, il faut industrialiser et il faut désartisanaliser, revenir à l'artisanat. Et donc, il y a cette double tension aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui va être est-ce que c'est vraiment une carte qu'on peut jouer lorsqu'on fait 20 milliards d'euros de revenir à un super local et à un lien physique très important? Voilà. Alors pardon, je vais essayer de me reprendre sans doute un peu la fatigue. J'ai été en déplacement tous ces jours et puis voilà. Non, en fait, je vais prendre un exemple. Je suis allé à un des derniers magasins que j'ai inauguré, il était à Franqueville-Saint-Pierre en Normandie. Ce magasin, il a 15 bouchers, il a 5 crémiers, il a 8 poissonniers, il fait 3000 m². Il a une croissance de 20%, parce que les gens viennent chercher une relation et viennent chercher un bon produit. C'est-à-dire que si ça oblige, alors donc si on veut lutter contre Amazon, on ne va pas aller s'affronter à Amazon, mais ça veut dire qu'on va avoir un terrain de jeu différent. Et donc la réartisanalisation des métiers du frais est un élément important. C'est pas simple d'ailleurs, parce qu'il faut donner envie à des jeunes d'être bouchers, par exemple, d'être boulangers. Il faut bien les payer, il faut les former. Donc c'est souvent d'ailleurs plus compliqué
d'avoir des bons professionnels dans les métiers de bouche que d'avoir la dernière technologie numérique. Et il y a autant de modernité dans la présence d'un bon boucher qu'il y en a dans la présence de la dernière technologie, par exemple pour payer avec son téléphone portable. Donc le choix aujourd'hui des magasins, c'est donc d'aller dans un niveau de jeu sur les métiers qui est beaucoup plus qualitatif. Donc après le local, c'est l'humain en fait. Voilà. C'est ça la nouvelle frontière. C'est la relation. C'est la relation et donc comment dire, les deux piliers qui ont été choisis par Système U pour continuer à avoir de la croissance, c'est donc la marque avec des valeurs de marque et deuxièmement les métiers mais qui sont traduits d'une manière beaucoup plus professionnelle. Hein. On refabrique de la charcuterie, on fume du saumon, on mature de la viande, on a du bon pain, il y a une sélection très qualitative sur les vins. Voilà, tous ces sujets-là sont traités d'une manière différente. D'ailleurs, il y a un plan d'action très important sur la formation pour faire en sorte qu'on puisse avoir des viviers pour fournir ces métiers. Il y a quand même une espèce de revanche quand c'est bien fait. Moi, j'appelle ça la revanche du vendeur, parce que du coup, le lien qu'incarne un bon professionnel dans un magasin est très attractif. Et si vous conjuguez ça avec une puissance de marque, en l'occurrence la marque U, avec des vraies valeurs de marque, on a là de quoi se battre contre Amazon et les choses se passent plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une forte résilience à partir de ces deux piliers-là. Alors, merci pour cette introduction, mais ça permet de camper le décor. Donc après le local, l'humain, c'est la nouvelle frontière, c'est trouver un terrain de jeu, et finalement ça nous amène sur la partie centrale de notre débat, c'est de dire, ok, on a compris que Système U serait un survivant dans 15 ans aussi, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut être seul? C'est-à-dire que dans un monde qui est complètement transparent, hein, c'est quand même le digital, on est transparent. Deuxièmement, il y a finalement une accessibilité dans le marché de l'autre qui est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, une transversalité des métiers. Et troisièmement, comme il y a moins de croissance économique, hein, on peut le voir tous les jours dans les pays matures, eh bien chacun essaye d'aller sur le marché du voisin. Et donc, certes, il faut trouver son terrain de jeu, mais est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Et c'est bien le thème des alliances, mais je vais demander quand même peut-être à Guillaume de nous brosser qu'est-ce que ça veut dire les alliances avant de rentrer dans le sujet. Absolument. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait essayer sur chaque séquence d'avoir quelques échanges entre vous et puis entre Serge Papin. Donc prenons quelques minutes peut-être pour avoir des premières questions de votre part, avant en effet de poursuivre sur le sujet des alliances comme le disait Hervé. J'ai une question. Vous avez pas l'air de craindre Amazon et GAFA, les regroupements qui sont en train de se faire. Et effectivement, vous privilégiez donc la proximité, ce qui correspond au positionnement de Système U d'une manière claire. Par contre, j'aimerais peut-être, est-ce que vous allez aller plus loin dans ce positionnement? À savoir, je vois des exemples de grands distributeurs qui mettent à disposition en fait des systèmes qui permettent de prendre la marchandise, y compris donc les produits frais à toute heure. On le voit, il y a, pour citer donc un exemple, il y a un de vos concurrents qui est Intermarché sur Lyon 3e, qui a un système de caisse, un système en fait de cash and carry, si on veut. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et une remarque, donc également, je trouve que la grande distribution alimentaire, pour
l'instant, n'est pas très armé pour satisfaire le client sur Internet. C'est mon impression, et tant d'ailleurs, tant du point de vue des commandes que du point de vue des livraisons. Oui, alors sur la première partie de votre question, les initiatives ne s'empêchent pas, c'est parce que en forçant un peu le trait, moi je défends la priorité des magasins, bien sûr, les magasins physiques, qu'on ne peut pas se mettre aussi sur le digital pour distribuer des choses. Alors, il y a toutes les initiatives qui sont prises sur les casiers, par exemple, et à Lyon, alors, puisque là, il y a une initiative qui est en train d'être prise par les magasins U, ils sont une dizaine sur la ville de Lyon, et ils font ensemble un drive commun. Donc, ils sont réunis, et là, c'est le mouvement centrifuge, c'est comment des acteurs locaux, sur une ville, d'ailleurs, ça va probablement faire école, et bien que on ne peut pas faire forcément toujours la même chose à Paris qu'à Lyon, parce qu'il y a aussi une adaptabilité, mais ces magasins vont ouvrir dans quelques semaines un drive ensemble. Ils ont acheté un entrepôt et ils feront de la livraison, ou ça pourrait être ou du drive, ou de la livraison chez les clients directement. Donc, on voit là qu'il y a des initiatives diverses et variées qui seront prises par les distributeurs, qui sont en train d'être testées pour vendre en dehors du magasin et par Internet. Et quand vous dites, après la deuxième partie de votre question, c'était quoi? C'était la grande distrib n'est pas... Oui, j'ai pas l'impression que la grande distribution aujourd'hui, je parle de l'alimentaire, oui. soit en mesure, ou tout au moins j'ai l'impression qu'elle ne satisfait pas totalement les clients qui commandent par il y a beaucoup d'initiatives quand même qui sont en train d'être... alors il faut un peu de temps parce que c'est des gros outils, mais bon, si on prend l'alliance qu'a faite Monoprix ou Casino d'une manière plus large avec Ocado en Angleterre, moi je suis allé visiter Ocado dans la banlieue de Londres, c'est impressionnant. Hein. S'ils font la même chose en région parisienne, il y a des projets, ce qu'on appelle les usines à bac, hein, qui sont capables sur des surfaces très importantes de tout préparer, y compris la nuit, la viande avec l'identité de la personne qui l'a coupé et s'est mis sur le paquet, livré le lendemain matin. C'est-à-dire ils peuvent livrer ce qui se passe à Londres, hein, c'est des gros camions qui arrivent autour de Londres, et après c'est les plus petits qui reprennent et qui vont livrer chez les gens. Si ces sujets-là arrivent en région parisienne ou en région lyonnaise, vous allez voir, et c'est en cours de préparation. Alors, le problème, c'est qu'il faut avoir du discernement, parce que c'est pas facile. C'est des gros paquebots à la grande distribution, c'est quand même plusieurs milliers d'emplois, c'est des actifs très importants dans les outils, dans les magasins. Donc chaque décision qui est prise, voilà, elle est après souvent modélisable, massifiable. Donc il faut essayer de ne pas trop se tromper. Et pour l'instant, il y a quand même eu beaucoup d'investissements hasardeux qui ont été faits, mais enfin les choses qui fonctionnent. Regardez le drive, quand même, ça fonctionne assez bien. C'est quand même à mettre au crédit des distributeurs qui ont agi assez vite. On parle beaucoup du client, mais est-ce que la distribution a fait quand même sa révolution sur la question du client? Parce que, ok, on parle beaucoup de rotation client, etc., c'est très sympa, mais est-ce que fondamentalement, la distribution a fait cette révolution-là, qui est derrière la révolution sociétale qu'on voit, l'enjeu majeur en fait? Finalement, le nombre de paniers, le nombre de tous les KPI qu'on voit, les indicateurs majeurs, il y a quelque chose sur les clients, l'enseigne préférée des clients, mais le reste, dans le fonctionnement même des centrales d'achat, des magasins, où est-ce qu'on en est vraiment
par rapport à l'approche d'un Amazon qui fondamentalement a une orientation client extraordinaire. Oui, alors moi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on ressent bien, c'est le besoin de lien. Et le besoin, alors ça, évidemment, c'est lié aussi avec une évolution du consommateur. Voilà, la recherche du consommer mieux, la recherche de qualité. Donc ça oblige aussi à bouger les lignes des propositions. Et on voit qu'il y a un retour à une demande à la fois de qualité qui est une demande de plus grande qualité et je dirais une quantité qui va par contre en diminuant. Donc il faut s'adapter à ça, c'est parce que la grande distribution elle était basée sur le marché de masse, la recherche de volume. Or aujourd'hui on est en train de tourner la page, on est plus sur une baisse des volumes et sur une augmentation de la valeur. C'est ça le sujet. Alors c'est pas simple, hein. Et donc ça veut dire qu'il faut changer parfois, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la façon de distribuer pour revenir à des choses qui vont se passer plus localement. Et voilà, alors Amazon, lui, va quand même avoir tendance à industrialiser une distribution et être un intermédiaire entre un producteur et un client avec la vente en ligne. Et je pense que les distributeurs vont muter en s'intégrant beaucoup plus, en étant un acteur de l'ensemble de la filière et en revenant, en tous les cas c'est le choix qu'a fait sur Système U, sur la production locale. Donc en fait, on va avoir petit à petit des singularisations qui vont permettre aux gens de faire leur choix. Il n'est pas impossible que les clients achètent sur Amazon de produits du monde entier et qu'ils achètent au Super U des produits plutôt alimentaires qui seront avec une connotation très qualitative et beaucoup plus locale. Alors donc ça nous parle maintenant de la question du mouvement stratégique. Alliance, intégration amont-aval, c'est bien les différents mouvements maintenant qu'on va essayer de décrypter ensemble. Puisque effectivement, si le terrain de jeu se rétrécit, comment on retrouve des nouvelles marges de manœuvre? Alors, d'abord, on va poser un peu la question des alliances avec